Je me présente, je suis Dr Marie-Hélène Giroir, je suis la vice-doyenne associée du campus de l'Université de Montréal en Mauricie et je suis très heureuse de vous accueillir et pour animer cette rencontre. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé par voie de traité et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés, ici et partout dans le monde. J'aimerais aussi souligner le partenariat avec le SUS-MCQ qui nous permet de bénéficier des locaux du pavillon d'enseignement pour remplir notre mission et qui nous permet de vous accueillir dans cet auditorium ce soir. Le campus de l'Université de Montréal en Mauricie a accueilli ses premiers étudiants en 2004. On célébrera donc nos 20 ans l'an prochain. En date d'aujourd'hui, 508 personnes ont fait leur parcours d'études médicales prédoctorales, ont été diplômées. Environ 60% de ces derniers ont choisi la médecine de famille et les autres différentes spécialités pour leur programme de résidence. Nos diplômés ayant terminé leur résidence et ayant débuté leur pratique médicale se retrouvent dans toutes les régions administratives du Québec et, en plus grand nombre, en Mauricie. Quelques-uns font profiter leur expertise aux populations de d'autres provinces, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique. Nos conférenciers ont été identifiés par nos anciens diplômés comme ayant des parcours inspirants. On espère que vous serez d'accord avec leur choix. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dr Mélanie Gauthier. Dr Gauthier est une fière diplômée de la cohorte 2012. Elle a par la suite terminé sa résidence en médecine de famille en 2015. Elle a pratiqué dans les urgences de la région et à la CUMF de Trois-Rivières. Elle en est d'ailleurs la directrice médicale depuis 2018. Je vous laisse la découvrir ainsi que ce parcours vers la résilience. Dr Gauthier, à vous la parole. Alors, bonjour. Merci Marie-Hélène. Merci de l'invitation. Tout d'abord, je veux juste dire que je ne suis pas dans ma zone de confort. Moi, je donne des cours, je donne plein de formations aux résidents, à mes collègues patrons, mais parler de moi, c'est comme vraiment la première fois que je fais ça. J'ai essayé de faire ça le plus intéressant possible. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, ce que Pierre-Luc me disait, c'est qu'on m'a comme un peu reconnu par rapport à ma résilience, parce que sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup d'épreuves. Je vais vous parler de quelques-unes. Fait que je vais essayer de vous passer des messages sur la résilience un peu à travers cette présentation-là. Voilà. Qui suis-je? Bien, dans le fond, on m'a un peu présenté, puis au cours de la présentation, je vais vous présenter un peu toutes les étapes de ma vie vers la médecine. Je viens de la cohorte 2012, qui d'ailleurs, dans le fond, a plusieurs invités pour ces conférences-là. J'ai des collègues qui ont fait plein de choses extraordinaires, qui sont allés faire des fellows à San Diego, à Barcelone, à toutes sortes de choses. Moi, je suis restée plutôt dans la région. Je viens de la région, je suis restée dans la région. Fait que je vais vous essayer de vous captiver avec autre chose. Mes objectifs ce soir, c'est de vous faire passer à travers une des versions du campus Mauricie, celle que moi j'ai vécue à partir de la regarder de l'extérieur poussée à être à l'intérieur. Puis, je vais vous parler de la résilience à travers mon parcours, puis celui des étudiants que vous côtoyez. J'aimerais ça vous laisser l'impression que même si le chemin de la vie n'est pas très droit, ça vaut la peine de le parcourir, puis il y a des belles aventures là-dessus qui nous attendent. La première partie, ça s'appelle comme les leçons. Mon chum, il disait, ben là, les leçons, ça fait un peu... c'est un peu hautain de dire je vais donner des leçons, mais c'est des leçons que moi, j'ai tirées de mon existence parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de moments clés dans notre vie qui nous amènent sur des chemins différents. Puis des fois, quand on regarde en arrière, puis on est capable de les identifier précisément, ces moments-là, puis c'est très enrichissant, finalement. Fait que moi, je suis une petite fille du Cap. Je viens d'un milieu pauvre. On était dans une école avec les petits déjeuners. Là. C'était très, très modeste. J'avais une belle famille aimante, par contre. Mais mon père avait un travail bien ordinaire. Il était gérant d'une station-service. Fait qu'il faisait le service, puis il rencontrait des clients. Fait que moi, je me disais, en voyant ça, moi, je veux vraiment pas faire ça. Là. Moi, je veux marquer le monde, je veux changer la vie des gens. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je me répète toujours, c'est sûr que moi, je ferais pas ça. Je veux vraiment aller bousculer les gens puis laisser ma trace. Puis, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, mon père est décédé quand même jeune d'une grosse maladie. Je vous en parler un peu tantôt. Mais à son enterrement, il y a eu des centaines et des centaines de personnes, dans le fond. Puis, ils sont tous venus me témoigner que, dans le fond, mon père changeait leur vie de par juste l'écoute qu'il avait envers eux. Il connaissait chacun de ses clients, leur nom, qu'est-ce qu'il veut.
qu'est-ce qu'il fumait, il les connaissait vraiment bien, puis ça faisait comme un soleil sur le chemin de chacune des personnes qu'il rencontrait. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin de porter un habit blanc pour changer le monde, mais juste de s'intéresser à eux, finalement. Fait que c'est ma première leçon de vie. Après ça, le secondaire, mais dans le fond, c'était à peu près genre 94-98, mon secondaire. Typiquement, les étudiants en médecine, dans ce temps-là, ils vivaient un peu de rejet, si on veut. Là. C'est les bonnes notes, donc t'es le bolé, le chouchou de la classe. Fait que, je me suis tenue longtemps avec ma case, puis à regarder à terre en marchant, en essayant J'essayais même de ne pas changer mon linge parce que je ne voulais pas le monde me remarque parce que je mettais un nouveau vêtement. Fait que j'étais très, très, très dans ma tête, très, très épeurée des gens. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben dans le fond, je ne peux pas rien changer à ma situation actuellement, sauf ma propre réaction. Fait que je me suis dit, je vais juste lever les yeux. Puis je me rappelle du moment où je descendais les marches, je me suis dit, je vais lever les yeux, je vais regarder les gens, puis je vais juste leur sourire. Puis je me suis lancée, j'ai fait ça, puis là, je souriais, puis les gens me rendaient mon sourire. Fait que je me suis dit, mais coudonc, finalement, j'ai quand même un peu de contrôle sur qu'est-ce qui m'arrive. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à sourire à tout le monde, puis ma vie a un peu changé. C'est aussi là que je me suis dit, dans le fond, un peu ma définition de la résilience, dans le fond, c'est qu'il faut accepter ce que la vie nous envoie, pas essayer de le contrôler, mais plutôt comprendre que notre véritable pouvoir il repose dans la façon dont nous réagissons, dans le fond, aux événements. C'est une photo de moi aux Jeux du Québec, parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi. Puis ça, j'ai l'impression que ça aide à la résilience, parce que le fait de se faire coacher, de se faire dire, de se faire corriger sans arrêt, bien, ça nous fait accepter un peu que dans la vie, on ne sait pas tout, puis on a besoin des commentaires des autres aussi pour arriver à nos fins. Le concept de la résilience, dans le fond, j'ai quand même un peu de théorie. Fait que la résilience, dans le fond, c'est un terme qui commence à apparaître vers les années 1626 dans la littérature. Ça apparaît un peu de façon sporadique, mais c'est surtout associé aux matériaux. Dans le fond, la résilience, ça vient de la physique, c'est l'aptitude d'un corps de résister aux pressions puis de reprendre sa structure initiale. Dans le courant des années, ça a été un peu utilisé comme une métaphore en psychologie ou dans les romans, mais ça l'a été à beaucoup plus tard pour être utilisé en psychologie. Fait en psychologie, la résilience, c'est défini comme un processus, dans le fond, biologique, psycho-affectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. C'est pas juste de passer à travers l'épreuve, c'est de sortir grandi de cette épreuve-là. Les premiers gens qui ont utilisé ça, dans le fond, c'est Amy Werner qui a étudié un groupe de nouveau-nés sur l'île de Kauai à Hawaï. C'est 837 nouveau-nés. Dans le fond, on les a pris du départ jusqu'à peu près 30-40 ans. Puis, elle a étudié les phénomènes qu'il y avait alentour de ces enfants-là pour lesquels on voyait plus tard que certains enfants s'en sortaient mieux que d'autres. Fait que, il y avait 28% des enfants qui réussissaient à avoir une famille, un travail, puis tout le restant était tout dans la grosse misère. Fait que, elle a étudié ça dans les années quand même 1950, mais après ça a comme passé un peu inaperçu jusqu'à ce que Boris Cyrulnik popularise plus cette expression-là, la résilience en psychologie. Lui a étudié les survivants dans les camps de concentration, puis les populations comme les enfants dans les orphelinats, puis les enfants de la Bolivie. Les facteurs qui influencent la résilience, dans tous les écrits, c'est sûr qu'ils parlent toujours de l'attachement des nouveau-nés. Entre l'âge de 20 mois puis 30 mois, c'est tout le développement du langage. Fait que quand les enfants ont manqué d'amour puis d'attention à ces moments-là, c'est sûr que la résilience plus tard est très difficile à développer. On se rend compte aussi que c'est souvent vers la famille que l'individu se tourne à chaque fois qu'il vit une épreuve, finalement. Il y a des mécanismes aussi de défense qui sont immatures, qui nuisent à la résilience. Des mécanismes comme la régression, l'agression, l'hypocondrie, ça altère les relations avec les autres, fait que ça nuit vraiment à la résilience. Il y a des limites aussi socio-culturelles, comme la solitude, le non-sens de l'événement ou la honte. La honte, ça, mettons, je l'ai vécu dans quelques-uns de mes épreuves, puis c'est ces épreuves-là qui ont été plus difficiles à affronter par la suite. Il a fallu casser ça pour passer par-dessus ces épreuves-là. Il y a par contre des facteurs de défense qui sont des mécanismes de défense qui sont protecteurs. Puis c'est eux que je vais illustrer un peu à travers mon histoire. Fait que le premier, c'est la mentalisation. C'est lui qui serait le plus protecteur. C'est comme se faire une représentation d'images puis de mots qui font un peu le ménage dans ce qui se passe puis qui nous aident
à se projeter plus loin, ça nous protège de ce qui se passe au moment où on vit l'événement, finalement. L'altruisme, on n'a pas besoin de le décrire, ça nous aide à se réorganiser aussi. L'humour, ça, c'est clair que quand on vit quelque chose de difficile, si on veut le projeter sur l'autre personne, si on le projette avec de l'humour, c'est toujours mieux accepté pour l'autre, fait que ça facilite aussi la résilience. La sublimation, ça, dans le fond, c'est transformer la souffrance en quelque chose de plus beau, là, de souvent artistique, comme de l'écriture, de l'art. Les exemples de résilience que Boris Cyrulnik a étudiés, dans le fond, il a étudié pour les soldats dans les conflits armés, ceux qui vivaient des événements très traumatiques, mais qui arrivaient à les écrire dans des lettres qu'ils adressaient à leur famille, même si la lettre elle restait dans le bureau, elle ne se rendait pas, s'en sortait beaucoup mieux que ceux qui n'avaient pas écrit ce qu'ils vivaient, dans le fond. Fait que ça diminuait beaucoup le risque de PTSD, cette écriture-là. C'est le concept de tierciser, parce qu'on produit comme un troisième élément à travers la relation entre la personne et le trauma. Puis là, on introduit un autre élément qui fait en sorte qu'on réussit à passer mieux à travers tout ça. Puis les enfants qui ont étudié dans les orphelinats, eux, dans le fond, c'est la façon qu'ils faisaient de la sublimation. Ils créaient des enfants, des amis imaginaires. Fait que les enfants qui avaient ces amis imaginaires-là, ils rentraient quelqu'un dans leur relation difficile entre le trauma, l'enfant, bien, ils mettaient un tiers de plus. Puis, ils transformaient ça comme en art. Puis ces enfants-là qui avaient des amis imaginaires s'en sont mieux sortis que les autres enfants. Il y a aussi un concept de résilience dans l'enseignement. Puis là, c'est un peu de mettre, dans le fond, alentour de l'élève pour l'aider à surmonter ses difficultés, des choses pour qu'il s'appuie, des ressources que l'école met en place, dans le fond, pour que la personne s'épanouisse mieux. Fait que finalement, la résilience, comme on dit, ça permet de dépasser son état actuel, puis on va faire une étude de cas, parce qu'on est en médecine. Fait que dans le fond, on va étudier mon cas et ma résilience pour voir comment on illustre ça. Fait qu'on revient à l'an 2000, l'année où tous les ordinateurs étaient supposés d'exploser. J'avais 18 ans. J'avais les cheveux très longs, comme on voit. Et dans le fond, je m'étais dit, je veux sauver le monde, comme on disait, je vais mettre une blouse blanche, je vais être médecin. Fait que je suis rentrée en sciences nature, mais après une semaine, c'était un désastre. Fait que j'ai découvert la vie sociale, les amis et tout ça. Fait que je pense que j'ai fini avec 26 % en chimie, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas très beau comme note, mais je n'allais pas aux examens. Fait que j'ai payé à l'époque 700 $ de taxes à l'échec. C'est une mesure qui visait à décourager les gens d'abandonner les études, mais finalement, ça a été retiré parce que c'était pas une mesure efficace, mais moi, je l'ai payé. Fait que je viens pas d'un parcours en ligne droite, comme on dit. Par contre, je voulais toujours sauver le monde. Fait que là, je me suis dit, bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fait que j'ai fini mon année de mes cours ordinaires, puis je me suis inscrite en soins infirmiers. Les soins infirmiers, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Quand j'ai commencé, nous mettre tout de suite dans le bassin pour nous voir si on est correct ou pas pour ce type de travail-là. Puis là, c'est sûr que les premiers cours, c'est comme, bien là, ça a peut-être changé un peu. Là. Moi, ça fait quand même longtemps, mais on apprenait à faire le lit avec le carré au bout. On apprenait comment laver la personne, quand est-ce qu'on change de débarbouillette, quel endroit on lave en premier. Fait que c'était ça le premier stage. Là. Fait que la première personne que j'ai rencontrée, c'était une grand-maman toute maigre qui avait une démence très avancée. Puis ils nous ont dit, allez laver cette dame dans la chambre, dans le coin. Fait que là, on est partis, moi puis mon collègue, laver la patiente. Puis tout le long, là, elle nous a crié, insulté, elle a dit « je veux faire des plaintes ». Fait que là, moi, je suis sortie de là complètement traumatisée. Je me suis dit « mon Dieu, je n'irai pas sauver le monde en soins infirmiers, c'est pas ma place ». Puis je me suis dit « bon, je vais quand même retourner le lendemain », mais il y a beaucoup de gens qui abandonnaient dans les premiers jours. En tout cas, je me suis dit « je vais y retourner ». Puis là, je suis retournée voir la même patiente. J'ai apporté son cabaret quasiment en reculant. Puis là, elle a pris ma main, puis elle l'a collée sur son visage, puis elle a dit « merci beaucoup, je vous aime ». Fait que là, j'étais comme « wow, c'est vraiment ce que je veux faire, dans le fond ». C'est pas parce qu'on a des mauvaises impressions de ces patients-là, c'est vraiment, on est là pour les aider. Fait que je me suis dit que j'étais à la bonne place. Je parle pas trop vite, ça va. Après ça, j'ai fini mon cours, je suis rentrée infirmière d'urgence. À l'époque, c'est dans l'hôpital Saint-Joseph, on était dans les sous-sols, c'était lugubre, mais moi, je tripais là, à être là-dedans.
il y a des gens qui ont été extraordinaires autour de moi à cette époque-là, parce que quand tu finis CP, aller à l'urgence, c'est quand même intense là, comme début. Fait que je vais nommer des gens dans la présentation, parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand on rencontre une personne, des fois, ça peut changer notre vie. Fait que il y a quelques noms là qui ont comme changé mon existence. Fait que Jocelyne était là, puis elle m'a beaucoup aidée au départ, puis elle me disait tout le temps, Mélanie, tu pourrais faire tellement plus, ouvre-toi aux possibilités, puis elle me dit, tu pourrais être la chef de l'urgence, puis tu sais, elle me disait plein de belles choses comme ça, puis je me disais, mais voyons, pourquoi qu'elle voit tout ça en moi? Mais c'est une des gens qui a cru en moi, finalement, au départ. Puis en tant que j'étais là, en 2003, dans le fond, le corps médical de la région était en train de se mobiliser parce que l'heure était grave. Dans le fond, il n'y avait pratiquement plus de médecins de famille qui s'installaient en région. Là, ce qu'on me disait, c'était qu'il y avait eu presque 10 ans sans nouvelle arrivée à ce moment-là. Puis on essayait de trouver des solutions. Fait que la région était un peu en train de couler au niveau médical. Puis c'est là qu'on va voir si la région a fait preuve de résilience. On sait déjà la réponse à ça. Mais voilà, il y avait des gens qui travaillaient très, très fort en arrière de moi. Une autre personne qui a changé ma perception de moi-même, c'est le docteur Parent, dans le fond. Il donnait des formations de trauma. Puis, il nous faisait faire comme la TLS, mais version infirmière. Il fallait qu'on lit d'un cas. Mais tu sais, moi, vous avez vu, là, j'étais l'infirmière en petit saut blanc, bien tranquille, qui faisait son dossier avec des... Je finissais mes notes, en fait, en prenant une règle, puis en faisant une ligne pour être sûr que personne n'écrivait à côté. Fait que quand il m'a vu comme sauter dans le jeu puis faire le leader du trauma, il m'a dit « J'aurais jamais cru que tu aurais pu faire ça. » Vraiment, il m'a parlé pendant quasiment 15 minutes pour me dire que c'était super beau de m'avoir vu sortir de ma zone de confort comme ça. Puis ce speech-là, il m'a comme donné une espèce de petite motivation à l'intérieur d'essayer d'aller pousser un peu plus loin mes connaissances. Fait que merci à François Parent qui aime beaucoup parler et faire des gros discours, mais là, celui-là, il a changé ma vie à moi. En 2003-2004, c'est la création du campus Mauricie. Dans le fond, pendant que moi, je faisais ma petite job d'infirmière, il y avait des gros cerveaux qui pensaient fort ici. Il y avait le docteur Pierre Gagné, qui, dans le fond, était nucléiste, et docteur Raymond Lalande. Je nomme les noms, puis, tu sais, je les ai pas vus tellement aller, mais quand on était en CMDP, les gens disaient on devrait nommer les salles de telle personne. Puis là, moi, je savais même pas ces noms-là. Fait que j'étais allée les chercher, puis je pense que c'est important que vous les connaissiez. Fait que, bon, ces deux-là ensemble, on travaillait fort pour essayer de mettre l'avant l'ambitieux projet de créer un campus ici. Puis les autres personnes importantes à ce moment-là, il y avait le directeur général de l'hôpital, c'était M. Bragagnolo, puis le doyen de la faculté de médecine, Jean-Lucien Rousseau, qui a appuyé beaucoup cette idée de faire un campus en Mauricie. Puis quand on cherche un peu sur Internet, puis tout ça, ce qu'on voit aussi, c'est de l'autre côté, là, la FMSQ qui dit « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, la FMRQ, qu'on mette les étudiants à Trois-Rivières, puis ça va être de la médecine de moins bonne qualité. » Puis ça, puis j'étais comme « Mon Dieu, tu sais, se sont comme battus dans un moment où c'était pas unanime, finalement, tout ça. » Puis moi, de mon côté, dans le fond, tu sais, ce qui m'a marqué, parce que moi, je lisais le Nouvelliste, c'est le média local. Mon chum, il rit tout le temps de moi avec mon journal, mais j'ai ça depuis que j'ai 10 ans. Puis là, je voyais passer une belle image d'une équipe de croquettes habillées en blanc. Là. C'était les étudiants qui étaient accueillis pour la première fois. Tu étais là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'ai cette image-là parce que ça m'a marqué. Puis, ça m'a fait voir qu'il y avait dans ma région la possibilité maintenant de faire des études médicales. Le frère de ma meilleure amie, Marc-André Levasseur, était dans cette cohorte-là. Fait que moi, j'étais vraiment fière de ma région, de tout ça. Puis, tu sais, j'étais même pas encore, là, je pensais pas aller en médecine, mais juste de voir ça aller, ça me rendait fière de chez nous. Après ça, en 2005, il y a eu la création de l'UMF, mon UMF actuellement, mais là, à ce moment-là, j'étais pas impliquée. Fait que dans le fond, les résidents, ces 5 filles-là, c'est des filles de mon âge. Fait que quand ils sont arrivés pour faire leur stage à l'urgence, nous, on n'avait jamais vu d'étudiants en médecine. Là. Fait que des résidents, je savais pas c'était quoi. On travaillait juste avec des médecins. Là. Fait que, tu sais, on était vraiment surpris de voir ces filles-là arriver. Puis, ben, je me suis mis à être amie avec eux. Je me suis mis à leur faire connaître Trois-Rivières, les bars, les restos, puis tout ça. Puis, là, il y a comme le Dr. Vaugeot qui m'a comme à côté dans un coin. Il m'a dit « Hey, sérieux, ce que tu fais, là, c'est vraiment bon, là, parce que ce qu'on veut, là, c'est que les filles y aiment la région, qui s'attachent à nous, puis qui restent, dans le fond, par la suite. »
Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, mais moi, je faisais pas ça pour ça. Mais après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais faire attention aux cohortes suivantes. Puis, je n'avais pas réalisé ça, mais le fait qu'on soit un campus et une région accueillante, à ce moment-là, ça a vraiment changé le visage de la médecine en Mauricie. Voilà. Le 8 juillet 2006, ça, je n'irai pas dans les détails, mais c'est une très belle histoire. Si un jour on se voit comme à l'externat, des fois je raconte cette histoire-là parce que c'est une histoire romantique. Fait que dans le fond, le 8 juillet 2006, j'étais en réanimation, j'ai reçu un gros cas d'HSA massive. Puis, j'ai rencontré une personne qui allait, dans le fond, être la personne qui allait donner mon petit kick pour décider d'appliquer en médecine. Évidemment, c'est mon chum, pour ceux qui me connaissent. Ce que ça m'a fait comprendre, c'est que, dans le fond, les médecins, c'est des gens ordinaires, c'est des gens normaux, des gens accessibles. Fait que, tu sais, je pouvais, moi aussi, avoir accès à ça. Je ne vais pas dire que mon chum y est ordinaire, mais ça m'a fait réaliser que finalement, c'est ça, tout le monde pouvait y arriver si on mettait les bouchées. Fait qu'après ça, en 2007, je me suis cachée dans mon sous-sol, puis là, j'ai fait une demande d'admission en médecine. Je ne l'ai pas dit à personne, sauf à mon conjoint. Parce que dans le fond, dans ma tête, je me disais juste, bon, je vais faire ça, là, puis là, je vais me dire à 40 ans, c'est beau, tu peux pas rien regretter dans ta vie, tu as essayé, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, je voulais juste comme régler ça de même. Mais j'ai écrit une belle petite lettre de motivation, puis, tu sais, je rêvais pareil que ça fonctionne. Puis effectivement, au mois de janvier 2008, j'ai reçu ma demande de convocation à une entrevue. Puis, en même temps, j'ai reçu comme mon test de grossesse positif de ma première fille. Fait que là, j'étais comme un peu surprise des deux réponses, là. Mais je me suis dit, bon, je vais aller quand même en entrevue, je vais aller jusqu'au bout pour me dire qu'à 40 ans, je vais rien regretter. C'est ça. Dans le fond, on a eu 3 entrevues à ce moment-là, parce que les MEMS, c'était comme on était le testeur des MEMS, si on veut. Fait que la première entrevue, j'avais mal au cœur, je prenais 8 diclectins par jour, du Gravol, j'ai vomi juste avant de rentrer dans le semi-APP. Puis après ça, l'entrevue individuelle, là, j'étais quand même correcte, mais j'étais pas au top de ma forme. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus parler les gens alentour de moi que parler moi-même. Puis je pense que ça a bien fonctionné, finalement. Puis la deuxième entrevue, pour les mini-entrevues, j'ai pogné une grippe, un SAG. Je faisais 40 de fièvre. Puis là, j'étais à l'hôtel avec mon 40 de fièvre. Puis mon bébé, il avait peut-être 12-13 semaines, puis il s'est passé quelque chose, je l'ai senti bouger pour la première fois. Mais c'est rare que tu sens un bébé de 13 semaines bouger, grossesse 1. Mais juste le fait de sentir ça, je me suis dit, bon, je fais 40 de fièvre, mais il se passe un miracle à l'intérieur. Fait que j'allais là gonfler, puis j'ai fait mes entrevues. Fait que voilà. Finalement, j'ai reçu une réponse que j'étais sur la liste d'attente pour le campus Mauricie. Puis j'avais dit juste campus Mauricie. Je ne voulais pas aller à Montréal parce que là, c'était déjà assez compliqué dans ma vie. Puis là, finalement, j'étais un peu déçue d'être sur la liste d'attente, mais ça a pris une semaine où j'ai reçu ma convocation finalement pour être pris. Mais là, quand j'ai reçu ça, là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pris. Mais j'arrêtais pas de grossir. J'étais rendue, je sais pas, à 34 semaines à ce moment-là. Fait que j'ai parlé tout l'été avec mon bébé sur un journal. Là. On discutait, même s'il y avait juste moi qui parlait, pour lui demander si elle me pardonnerait de faire ça, de devenir une maman qui étudie avec son bébé au bras. Puis finalement, elle a dit oui, fait que j'ai commencé ma médecine avec 36 et 5/7 de grossesse. Fait que je suis rentrée à l'UQTR avec ma grosse bedaine. Il y a quelqu'un qui m'a tenu la porte et qui a dit « Allez-y avant moi, madame ». Là, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est la première fois que je me fais appeler madame. Je m'en vais avec des étudiants qui ont genre 18 ans puis qui sortent du cégep. » J'ai failli reculer, mais je suis rentrée dans la classe puis j'ai tellement été impressionnée. Juste, tu sais, ceux qui sont allés direct en médecine ne savent pas c'est quoi le feeling de dire « J'ai enfin la chance d'être acceptée dans quelque chose d'extraordinaire. » Mais moi, je l'avais toujours, ce feeling. Fait que, bref, ça a quand même bien été. J'ai été super bien accueillie par mes collègues. Ils étaient tous bien curieux de voir une maman avec un bébé. J'ai accouché, bien sûr, très rapidement, le 27 septembre 2008. C'était un accouchement. Dans le fond, j'ai manqué un demi-cours de CDV parce que j'étais en pré-éclampsie, fait qu'il fallait y aller. Fait que je me suis rendue à l'accouchement. Puis là, je me disais, il y a mon examen dans 5 jours. Il faut vraiment que je me planifie ça pour pas
pour pas tomber avec des complications. Je me suis dit, il ne faut pas que ce soit une césarienne, il faut que je fasse ça, pas de péridurale pour baisser mes chances de finir avec des complications. Fait que je me suis lancée là-dedans à toute vitesse. J'ai commencé à regretter au moment où j'étais à 10 sur 10 de douleur, mais j'étais aussi à 10. Fait que finalement, le bébé est bien sorti grâce au docteur Patry. Puis j'ai même pu étudier un peu pendant le travail et surtout pendant la période après l'accouchement. On a quand même beaucoup d'énergie, fait que j'ai étudié mon CDV, tout ça. Fait que leçon 3 que j'ai appris là, c'est de ne pas perdre de vue ses objectifs. J'étais contente aussi de savoir c'était quoi 10 sur 10 de douleur. Tu sais, quand les patients disent ça, tu ne l'as pas vécu, c'est difficile, mais là, un accouchement naturel, c'est assez intense. Fait que, dans le fond, c'est ça, ma professeure de CDV, c'était Dr Bonheur. Je pense plus qu'elle travaille à ce moment-ci. Mais avant que je parte accoucher, elle m'a dit « Inquiète-toi pas, tu sais, tu vas voir... » Avec les bébés vient de grands pouvoirs. Là. Fait que, tu sais, cette phrase-là, ça a l'air anodin, là, mais je la répète à tous mes étudiants qui vont avoir des bébés. Puis je l'ai vraiment senti après l'accouchement. C'est sûr que j'étais peut-être un peu high de TSH ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, finalement, je me suis sentie vraiment bien. Puis j'étais allée faire mon examen, dans le fond, avec le bébé à la maison, 5 jours de vie. Quand je suis rentrée dans la classe, j'étais super hormonale. Puis les étudiants m'ont accueillie en me donnant un cadeau. Puis là, je me suis dit, wow, tu sais, je fais déjà partie d'une équipe. J'ai vraiment déjà des collègues, puis ils vont me suivre tout ce parcours-là. Fait que je les ai trouvés extraordinaires. Puis c'est ma leçon 4, c'est l'importance des collègues. Puis c'est important encore maintenant de façon magistrale. Fait que je l'ai compris à ce moment-là. L'ouverture du pavillon en 2009, dans le fond, ma première année, je l'ai faite à l'UQTR en 2008. Puis après ça, le pavillon était en train de se construire. Il est ouvert en 2009. Fait qu'on est rentré là pour commencer notre deuxième année de préclinique, si on veut. Puis je me rappelle très bien d'être rentrée dans le pavillon. Puis je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, on est tellement chanceux parce que je m'émerveillais de tout. Là, j'ai vu une grosse pancarte là, qui disait que les étudiants de 2004-2009 ont fini au premier rang du LMCC. Puis là, c'était ma fibre trifuvienne qui était là. « Wow, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on a fait? » Je voulais qu'on le reproduise aussi, mais on ne l'a pas reproduit dans notre année. Mais bref, c'était impressionnant de voir la qualité de l'enseignement qui se donnait comme ça à distance. C'était super beau, c'était aménagé. C'est sûr qu'on était 32 à ce moment-là, fait que c'était aménagé pour les proportions. Mais j'imagine que les gens sont un peu plus serrés qu'on l'était, là, mais tout était pensé en fonction de nous. Dans le fond, c'est ça. Le plus grand des privilèges, c'est ça, pour moi, d'avoir accès à tous ces médecins-là. Chaque cours, qu'il y avait un spécialiste qui se déplaçait pour venir nous expliquer. Tu sais, les gens étaient fatigués, ils dormaient un peu sur leur table. Mais moi, j'étais tellement impressionnée d'avoir quelqu'un qui venait m'expliquer ce que tout enfant je voulais savoir quand j'étais infirmière. Tu sais, il venait nous dire « Ah, tu peux aller donner ça, ça, ça », mais j'avais pas toutes les explications qui vont avec. Fait que là, je me rappelle un de ceux qui m'a marqué, le docteur Kirouac, vraiment un super bon pédagogue qui venait enseigner sur l'ORL quelconque. Là, mais moi, j'étais vraiment impressionnée. Je l'écoutais, puis je buvais ses paroles. Je me disais, est-ce que vous vous rendez compte comment on est chanceux? Mais je pense que j'étais la seule qui était énervée de moi. Mais ça fait en sorte que ça m'a aidé à rester accrochée à tout ça. Puis, c'est une leçon qui est importante à retenir, c'est qu'on a vraiment beaucoup de c'est un gros privilège d'être ici, même si des fois c'est difficile à réaliser, là, la chance qu'on a, mais moi je la réalisais tous les jours. Le bébé 2, dans le fond, j'étais un peu intense. Là. J'ai comme programmé pour qu'il arrive 1 mois avant le début de l'externat. Fait que j'ai eu de l'aide un peu de Dr Malmedy qui m'a provoqué au moment entre les salles d'op à mon chum, proche là, entre les patients finalement quasiment. Okay. Il y en a opéré un, après ça j'ai accouché, puis le deuxième, on l'a cancellé. Mais bref, je voulais avoir au moins 1 mois avec le bébé avant de commencer l'externat. Puis il n'était pas question que j'arrête 1 an puis je reparte après. Là. Il n'y avait pas d'autres possibilités que ça. Fait que je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Fait que le bébé, il est né le 16 juillet. J'ai commencé le 17 août mon externat. Quand j'ai commencé l'externat, j'étais en pédiatrie. Fait que je faisais les rendez-vous de bébé 1 mois. Puis là, je voyais les mamans qui étaient toutes comme ça, avec leur bébé épuisé, puis tout ça. Puis là, je suis comme, ah, j'en ai un pareil à la maison. Puis là, le monde, il trouvait ça un peu bizarre. Là. J'ai réussi quand même à aller toutes les allaiter, les bébés. Le petit, il vivait la nuit. Il se réveillait comme 4-5 fois la nuit. Il se levait à 4 heures du matin. Puis quand je partais, il dormait presque toute la journée. Je tirais mon lait à l'hôpital. Puis ça, les patrons étaient très
compréhensif. Là. Si jamais ça vous arrive, il y a une petite salle de bain au fond, en bas. Là, c'est là que c'est l'endroit le plus discret. C'est aussi le plus discret quand on veut aller faire une commission, des choses comme ça. Fait que là, des fois, les gens, ils rentraient, puis ils étaient tout gênés, puis là, ils entendaient J'étais comme, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Mais bref, ça a été toute une aventure. Fait que c'est pas mal ça. Spécialiste au Omni, il y avait une patronne qui s'appelait Dr Dessureau qui donnait IMC, IDC dans ces années-là. Tu sais, comme assez carrée, impressionnante, avec une grosse voix. Fait que elle m'a marqué, cette patronne-là. Puis elle m'a demandé à un moment donné qu'est-ce que je voulais faire. J'étais comme, hey, moi, je vais être urgentologue. Puis j'étais contente de lui dire ça. Mais elle m'a dévissé comme une canne sur le fait qu'il fallait aller en médecine de famille, puis il fallait arrêter d'aller en spécialité, puis la médecine de famille, c'est de la vraie médecine. Puis là, je me suis dit, wow, une spécialiste qui me fait ce discours-là. Je suis restée marquée par ça, puis aujourd'hui, j'espère qu'il y en a beaucoup qui font ça. Puis qu'il y a moins de... Des fois, il y avait un peu de... Ça n'avait pas toujours belle réputation, la médecine de famille, de par les spécialistes, mais je pense que ça change quand même beaucoup. Fait que merci, Dr Dessureau, pour ce discours-là. Fait que finalement, le campus, les facteurs qui m'ont accompagné pour clore ce bout-là, c'est que c'est un campus qui était conçu sur mesure pour nous, pardon. Puis, on avait toute la même qualité d'enseignement qu'à Montréal, sauf qu'on avait une différence majeure, c'est qu'on avait le personnel puis les médecins qui étaient tellement dévoués à notre apprentissage que ça faisait toute la différence, là. C'était un milieu qui était sécuritaire où on n'était pas des numéros. Là, moi, j'étais Mélanie, tout le monde me connaissait. Puis tout le monde connaissait chacune des personnes qui étaient là. On n'était pas l'étudiant 246 qui a de la misère dans tel truc. Là. Le milieu était petit aussi. Fait que le fait qu'on était petit, ça a créé un effet de groupe. Fait que le soutien par les pairs était très, 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 très bon. Puis, c'est ça, c'est très accommodant. Comme je disais, j'ai fait ça avec tous les enfants, mais j'ai été soutenue par autant les patrons, le personnel que ma classe. Fait que ça, c'était bon. Puis les leaders, évidemment, là, à mon époque, c'était Pierre Gagné, Régent Duplain, puis François Corbeil qui s'occupaient de l'externat. Fait que de les voir consacrer autant de temps à notre futur, je trouvais ça vraiment inspirant. Si on conclut sur les bébés, dans le fond, je pense que c'est une des choses qui a marqué mes collègues. Dans le fond, le fait que j'étais tout le temps soit en train d'allaiter, d'avoir un bébé, ou j'allais avec mes cours avec les bébés TP. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont nommée aujourd'hui. Puis quand je regarde en arrière, je me dis, effectivement, comment j'ai fait ça? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'une des grandes choses qui m'a aidée, c'est que j'étais vraiment déterminée à faire ça. Puis je réalisais toute la chance que j'avais d'être ici. Le dernier bébé, lui, il est ici, c'est ma petite fille. Fait que je l'ai prévu, elle, entre le R1 et le R2. Je voulais avoir fini mon R1. Puis, oui, je compte mes affaires, puis je suis pas pire là-dedans, parce que c'est un peu intense. Mais c'est supposé avoir comme un congé à partir du mois de juin. Mais je me suis mis à avoir beaucoup de contractions, un bébé trop petit, puis mais je voulais pas arrêter parce que je m'étais dit, je veux rendre à mon R1 pour recommencer R2 quand je vais revenir d'un congé, parce que là, j'ai pris un congé de maternité cette fois-là. Mais j'ai mon chef à ce moment-là, Dr Labbé, qui m'a accoté et m'a dit, là, ça suffit, va-t'en, je t'enlève tes patients, je t'enlève ton nom sur ta case, c'est assez. Il m'a comme mis dehors, finalement, de l'UMF. Mais il avait raison. Il avait raison parce que, tu sais, des fois, dans la vie, c'est beau être intense, mais il faut aussi se rappeler qu'il faut être à la bonne place au bon moment. La fin de ma résidence en 2015, dans le fond, ça, c'est la photo de genre, oh mon Dieu, je tombe dans le vide. C'est un peu ça, la fin de la résidence. Moi, je pensais être urgentologue. Là, tu sais, tous mes collègues, ils m'appelaient Garde Lafleur dans le temps, là, parce que j'avais toujours des fleurs, j'en ai encore, puis les cheveux longs. Fait que là, tout le monde était content de voir Garde Lafleur. Hey, Garde Lafleur, tu vas devenir docteur Lafleur. Puis, tu sais, les urgentologues, hey, quand tu vas venir dans notre équipe, nanana. Fait que là, au mois de mai, ils me rencontrent. J'étais comme, wow, tu sais, on va m'offrir un prême de même d'avance. Finalement, ils m'ont rencontré pour me dire que il avait tout essayé, il était à plus 7, c'était impossible de me donner un AMP d'urgence. Puis là, comme il pleurait, là, j'étais là, c'est correct, là, je vais m'en sortir. J'étais juste bien déçue parce que j'avais pas de plan B, dans le fond. Là. Moi, je voulais être urgentologue, puis j'étais infirmière d'urgence depuis toujours, puis c'était ça mon gros trip. Fait que finalement, je me suis revirée. Ben, en fait, Janelle m'a dit, tu peux venir travailler à l'UMF à temps plein, puis mais qu'il y a une place à l'urgence, tu iras. Mais l'UMF, j'avais jamais pensé à ça, faire de l'enseignement, ou tu sais,
c'était vraiment pas quelque chose qui me trottait par la tête. Fait que je me suis dit, non, c'est correct, je vais aller faire de l'urgence à Shawinigan. Puis c'est ça, j'ai été prise à Shawinigan, mais c'était un AMP mix, donc je devais faire de la prise en charge, mais je faisais un peu de déni, là, fait que ça c'est pas c'est un mécanisme de résilience, mais c'est temporaire. Fait que je fais du déni jusqu'à peut-être 2 mois avant de commencer. Je me suis dit, il faut que je prenne des patients, c'est ça qui est écrit dans mon AMP. Fait que je suis retournée voir Janelle, j'ai dit, finalement, je pense que je viendrai à l'UMF, là. Fait que finalement, il m'a regardé et il a dit, OK, ben, je vais en parler au groupe. Maintenant, aujourd'hui, je comprends parce que c'est moi qui engage les gens. Puis, tu sais, on engage les gens 1 an d'avance, on pense à notre affaire, c'est quand même un peu compliqué. Fait que là, du que je demande ça à la dernière minute, j'étais vraiment contente, chanceuse, en fait, d'avoir la place. Fait qu'il m'a dit finalement, c'était correct. J'ai travaillé les 5 premières années de ma vie à l'urgence de Shawinigan et à l'UMF. C'est ce que je dis là. Fait qu'à l'urgence, j'étais vraiment là. Là, j'étais là où je devais être. J'étais bien dans une salle à code. Pour moi, je rentre là-dedans, là, puis tout vient au ralenti. Je parle pas fort, mais c'est doux, c'est relax. Toutes les infirmières, tu sais, prennent ça, sont bien quand je parle doucement, quand je parle à mes patients. Fait que j'ai vraiment trippé faire ça à Shawinigan. La population de Shawinigan est très reconnaissante, puis se rend vraiment très au bout du rouleau, là. Fait qu'ils sont tout le temps en choc septique de leur infection qu'ils n'ont pas traitée parce qu'ils ne veulent pas déranger. Fait que c'est une belle population à traiter. Un autre un peu de connaissances que je vous rentre là. Fait que l'art du kintsugi, c'est un art japonais qui consiste à réparer, dans le fond, ça peut être un vase ou un bibelot ou quelque chose qui a été brisé avec de la potée mélangée avec de l'or, dans le fond, pour que les cassures deviennent finalement une valeur à l'objet et non quelque chose qui le détériore. C'est utilisé souvent comme métaphore pour la résilience en psychologie puis en développement personnel. Fait qu'en 2015, c'est là que j'ai commencé à casser. Le 28 décembre 2015, ça faisait genre 2 mois que je travaillais, ça faisait pas longtemps. Mon père est décédé. Il y a eu une longue maladie, là, ça a duré presque 2 ans, beaucoup de souffrance. Il y avait des injections de dilodide 8 à la fin là, qui se faisaient aux 30 minutes. C'était vraiment très, très intense. Quand il est décédé, dans le fond, ma soeur m'a appelée, elle me dit il n'y a plus de pouls radial, il n'y a plus de pression pratiquement. Il faudrait que tu viennes, tu sais. Puis là, j'étais à l'urgence en train de faire mon shift d'ambulatoire. Puis là, j'étais, mon Dieu, je suis tellement pas à la bonne place. Fait que j'ai appelé un collègue, Frédéric Picotte, qui est venu me remplacer bien gentiment. Puis là, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais effectivement peut-être pas toujours à la bonne place au bon moment. Malgré une vie très, très intense, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter. Fait que la leçon que j'ai retenue là, c'est que dans le fond, tu sais, la vie, elle nous envoie vraiment ce qu'elle veut, quand elle veut. Tu sais, on n'a aucun contrôle dessus. On peut juste contrôler nos propres réactions. Puis, c'est ce que mon père nous a appris. J'ai vu aussi le système à l'envers. C'est la première fois que j'étais de l'autre côté du miroir. Fait que j'en ai vu des choses que je me dis, tu sais, les patients se plaignent des fois de ça, mais quand tu le vis, c'est vraiment pas facile. Mais ça te permet, après ça, d'être plus ouvert sur ce que les patients nous racontent. Fait que j'ai vu des lacunes, j'ai vu des erreurs, j'ai vu des injustices, j'ai vu si on aurait agi plus tôt. Mais j'ai aussi vu tous les points forts du système de santé, tous les gens qui travaillent pour les patients malades. J'ai été vraiment choquée. Mais moi, j'étais choquée, puis mon père, ben il avait le cancer, puis il disait, dans le fond, tu sais, je sais que j'ai une faim, mais ça sert à rien de penser juste à ça ou d'être choqué. Chaque jour peut être beau. Puis, tu sais, il a chanté à tous les jours jusqu'à la fin. Il a joué au golf jusqu'à pratiquement devenir confus. Là. Il a vraiment profité de tout le restant de ses jours au maximum. Puis, il nous montrait jamais de tristesse ou de déception. Il se disait juste, je sais que c'est la fin, fait que je vais en profiter tous les jours. Sa fin de vie, ça a été fait à Albatros parce qu'il a fait vraiment une grosse agitation terminale. Il a fallu le mettre dans une sédation palliative. Mais il était beau dans la sédation palliative, il dormait, il avait de l'air paisible, j'avais le goût de le réveiller, mais je savais que c'était pas une bonne idée de faire ça. Puis là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est on a passé beaucoup de temps, juste moi, ma mère, mes frères et sœurs, on est 4 frères et sœurs. Fait qu'on était comme autour de mon père, puis c'est comme si on était en camping quand on était jeunes. Puis là, je me disais, mais ces moments-là, ils reviendront jamais d'être les 6 ensemble. Puis
en fait, c'est pas des moments non plus qui arrivent dans notre vie d'adulte tellement d'être, tu sais, il y a toujours un conjoint, des enfants. Tu sais, d'être juste la petite famille, c'était comme vraiment très privilégié. Puis je me sers beaucoup de ça quand je parle à mes familles qui trouvent ça long, que la personne décède, parce que je fais des soins palliatifs, mais je fais plus d'urgence. Fait que je me sers beaucoup de ce moment-là, parce que ça a été vraiment marquant. Puis, fait que, dans le fond, ce que j'ai retenu à ce moment-là, c'est que la fin de la vie peut aussi être une belle fin de l'histoire. Je commence toujours par cette phrase-là quand j'accueille mes externes en soins palliatifs, c'est que moi, mon but, c'est vraiment que la fin de la vie soit une belle fin de l'histoire, puis je vais vous montrer un peu comment on fait ça cette semaine. Mais la vie, elle ne s'arrête pas là, elle continue. Fait que j'avais toujours le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui, mais quand je suis arrivée à l'UMF avec tous les patrons qui m'avaient enseigné, c'est sûr que là, c'était majeur. Mais les premières journées que j'étais là, Dr Michel Racine, c'est comme le plus vieux docteur de l'UMF, qui est encore là. Il en raconte tout le temps plein de mille histoires de quand il faisait de l'urgence, des accouchements. Tu sais, il était le médecin de tout l'hôpital au complet là, à son époque. Fait que, il m'a dit, dès les premières journées, « Bon, Mélanie, c'est quand est-ce que tu deviens notre chef? Mélanie, toi, une carrière universitaire, ça te tente dessus? » Là, j'étais là, déjà, moi, je faisais de l'urgence. Je n'étais pas supposée d'être ici. Puis, j'ai aucune idée c'est quoi une carrière universitaire. Mais il faut croire que Michel, il avait l'œil pour ça parce que je me suis ramassée dans tout ça. Dès 2017, en fait, la directrice locale de programme, c'est la personne qui applique le programme de l'Université de Montréal à la résidence, puis qui gère tous les résidents. Notre DLP, à ce moment-là, est parti en congé de maternité, puis dans les réunions, c'est tout à comme ça, là. Bon, donc, telle personne s'en va en congé de maternité, il faudra quelqu'un pour la remplacer, puis là, ça fait... Puis il n'y a rien qui se passe, là. Fait que là, moi, j'ai entendu le silence, puis je me suis dit... Bon, je vivais des choses difficiles à ce moment-là, puis je me suis dit, peut-être mes soirées, je pourrais remplir avec ça. T'sais. Fait que je me suis dit, je vais le faire. Puis là, c'est là que j'ai mis le pied dans l'engrenage, dans le fond, de la vie universitaire. J'ai compris ça, d'ailleurs, rapidement avec les courriels, à peu près 25 000 courriels par année, les demandes pour demain de rendre des rapports qui ne sont pas créés encore. Fait que c'est ça, la vie universitaire, mais c'est aussi les résidents. Puis dans le fond, ça, c'est mes belles personnes en devenir. Je suis vraiment tombée en amour avec le fait de travailler avec ces gens-là, puis de les accompagner autant à travers les défis que les beaux moments. Fait que c'était ma nouvelle passion, les résidents. Après ça, en 2018, dans le fond, il y a eu la loi 20, c'était un peu avant 2018, mais là, on voyait les effets qui rentraient là, à l'UMF. On était obligé de prendre beaucoup de patients, de se tourner vraiment plus vers la clinique, parce que sinon, on avait des pénalités de toutes sortes. Puis ça a vraiment miné le moral des troupes. Puis ça a vraiment tourné tous les gens vers la clinique. Puis la pédagogie, il n'y a comme plus personne qui avait de l'intérêt envers ça. Puis là, moi, je voyais tout ça, puis ça me préoccupait de voir la flamme de la pédagogie descendre comme ça. Puis je me suis dit, je vais faire partie de la solution. Je vais réanimer tout ça. Fait que j'ai décidé d'organiser un lac à l'épaule avec ma collègue Maud Hébert-Lablonde. Je ne savais pas c'était quoi un lac à l'épaule. J'ai fait du Google, puis j'ai essayé de trouver toutes sortes d'affaires. Puis finalement, dans ce lac à l'épaule-là, j'ai fait comme toute une planification stratégique. Là, ceux qui font de la gestion connaissent ça, mais c'est plusieurs étapes. Mais c'est tout ça qu'on a fait dans notre lac à l'épaule pour revamper un peu la flamme pédagogique. Puis là, nos seniors, ils étaient vraiment contents. Ils se sont vidés le cœur sur tout ce qu'ils haïssaient de la loi 20, puis qu'ils n'étaient plus capables de tout ça. Puis après ça, ils nous ont remercié, puis hey, vraiment, l'UMF est en de bonnes mains, puis là, ils ont tous démissionné. Fait que là, je me suis retrouvée un peu avec un navire sans chef. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? J'ai un peu, je ne vais pas dire que j'ai provoqué ça, mais quand même un peu. Fait que je me sentais responsable de ça. Fait que je me suis dit, là, on ne va pas se faire mettre sous tutelle, parce que là, personne ne voulait devenir chef, voulait prendre cette responsabilité-là. Puis on était rendu à parler de tutelle. Fait que là, dans le fond, j'ai fait une espèce de souper avec tout le monde pour pousser des idées de chef. Puis finalement, évidemment, à la fin du souper, je me suis ramassée comme chef de l'UMF, mais je n'avais pas le profil. Là. Ça fait juste 2 ans que j'étais là. Je faisais de l'urgence, puis j'avais pas beaucoup de patients. Mais il n'y a pas personne d'autre qui a levé la main. Fait que je me suis ramassée avec ce chapeau-là. Puis j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais comme chef. Je me suis dit, je vais changer les choses, je vais valoriser le travail à tout le monde. J'ai
j'ai fait beaucoup de choses, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça prendrait des heures, mais je suis vraiment fière de mon équipe aujourd'hui. Puis maintenant, la pédagogie est redevenue une priorité dans le fond, puis tout le monde s'implique. Fait que c'est une belle réussite. En 2019, le 10 juin 2019, là, j'ai vraiment comme beaucoup cassé. Là. Ça, c'est une des plus grosses épreuves qu'on peut vivre, là, je pense. Mon garçon, dans le fond, il était Mathieu. Il était un peu fatigué, là, peut-être depuis le mois de mars, il était plus fatigué, mais c'est un gars, là, il n'aimait pas l'école, il a une tablette, il faisait plus de tablettes, il tirait 6 paniers, il allait se rasseoir, jouer à la tablette. Fait que là, je mettais tout ça sur le fait que petit gars école, tablette, là. Mais finalement, au mois de mai, j'ai vu des petites pétéchies sur son thorax, mais il y en avait juste comme 5-6, c'était pas gros, personne n'aurait remarqué ça dans un temps normal, là. Mais moi, je travaille là-dedans. Fait que je les ai vus, les pétéchies. Il y en avait aussi un petit peu dans le palais. Bon, je me suis dit, peut-être qu'il y a un PTI post-viral. On se met tout le temps la plus belle explication en tête. Je me suis dit, je vais prendre rendez-vous, mais je ne peux pas aller à l'urgence. Fait que le rendez-vous, finalement, il a été le 10 juin 2019. C'est Dr Villalobos, c'est elle qui est son médecin de famille, qui est ma bonne amie aussi. Fait qu'on est allés ensemble avec Mathieu. Après ça, Mathieu est descendu avec papa aller faire les prises de sang. Puis nous, on est allés à notre réunion de gestion, moi puis Ethel. Puis là, le résultat, il rentrait pas. Là, je disais, mon Dieu, il a été piqué à 9 heures, c'est long. Là. Finalement, c'est pas un résultat qu'on a reçu, c'est un appel. On a eu un appel du laboratoire qui parlait d'un résultat critique et qui voulait nous faxer le résultat critique. Fait que ça, c'est une formule sanguine. C'est pas celle de la bonne journée, mais c'est comme pas longtemps après, ça ressemblait à ça. Fait que j'imagine que vous savez lire des formules sanguines, mais quand on regarde les leucocytes, ils sont à 136 000. Fait que ça, c'est très, très, très haut. Fait que là, Ethel n'était pas capable de me parler. Elle m'a juste comme donné le papier. Puis là, j'ai pris le papier. Là, j'ai comme fait une leucémie. Il y a une leucémie. Fait que là, j'ai donné, puis elle m'a dit oui. Fait que là, on a comme un peu été émotive. Mais tout de suite, je me suis dit, c'est correct, c'est une leucémie lymphoblastique aiguë, comme tous les enfants qui ont des leucémies ont. Je savais que le traitement, c'était 1 mois. Fait que là, j'ai appelé, j'ai pas appelé, mais j'ai texté mon groupe d'urgence. Je leur ai dit, je vais être partie 1 mois parce que Mathieu a une leucémie, il faut qu'il y ait un traitement. J'ai tout comme planifié ça alors que je savais même pas où qu'on s'en allait, mais dans ma tête, ça m'a comme dégagé rapidement pour que je puisse être à la bonne place au bon moment. Fait que là, mon équipe a dit, ben oui, on va te remplacer, non. Fait que... Après ça, elle m'a dit, ben à l'UMF, c'est correct. Là, je me sentais pas capable d'aller annoncer ça. Là. Fait qu'elle m'a juste comme reconduit à la porte, puis elle m'a dit, je m'occupe de tout, puis j'ai fait confiance à partir de ce moment-là. Après ça, on est allé en pédiatrie. Puis là, la pédiatre, elle nous a dit, c'est sûr que là, j'ai fait lire les lames rapidement. C'est vraiment pas facile d'avoir une leucémie, mais c'est la bonne leucémie que vous avez. Là, on s'est dit, OK, bon, c'est la bonne leucémie. Fait que c'est à 95 % de survie, que les traitements sont quand même mieux qu'avant, puis on guérit les enfants. Mais quand même, il fallait se rendre rapidement parce qu'on était avec beaucoup trop de globules blancs. Là, on risquait un syndrome de lyse tumorale. Fait qu'il fallait monter à Sainte-Justine en ambulance. Fait que j'ai eu 15 minutes pour aller faire des bagages à Mathieu puis à moi. Puis je suis revenue, puis on est parti en ambulance vers Sainte-Justine. À ce moment-là, je me suis dit, je vais faire de la sublimation. Je me suis pas dit ça, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, on va s'en aller à l'hôtel Sainte-Justine, puis là, on va vivre plein d'aventures. J'étais vraiment comme déconnectée, mais j'étais capable de monter une histoire comme ça. À mon enfant qui avait pas très peur à ce moment-là, tu sais, c'est son premier soluté, là. Là, aujourd'hui, si on essaie de mettre un soluté, là, oublie ça, là. Fait que ça, c'est le seul soluté, je pense, qui a été facile dans sa vie. Après ça, à 20h, on était rendu à Sainte-Justine. Moi, j'ai fait mes stages d'urgence péd à Sainte-Justine, puis j'ai trippé. J'étais comme, je veux travailler là, c'est trop beau, c'est trop parfait. Mais quand tu arrives, puis tu redeviens de l'autre côté du miroir, puis c'est toi qui es couché sur la civière de Salacode avec ton enfant qui reçoit des médicaments pour aller éviter le syndrome de lyse tumorale, là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment pas le même Sainte-Justine, même si je me sentais en confiance. C'était autre chose. Ils nous ont monté rapidement à l'étage de pédiatrie, d'oncologie. D'habitude, on fait un séjour en pédiatrie, puis là, ils prennent des gants, puis là, ils nous annoncent que c'est un cancer, blablabla. Là, les autres se sont dit, c'est 2 médecins, on va le monter directement sur l'étage où tous les enfants ont plus de cheveux, puis que, tu sais, on entend toutes sortes de choses à cet étage-là. Fait qu'on a atterri là à 1h du matin, bien perdu, on ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passait. On a rencontré juste les médecins le lendemain.
ça a été vraiment compliqué parce que là, ils nous ont dit, ben c'est sûr que c'est pas une LLA, OK. Fait que là, je me suis mis à lire sur les autres diagnostics que je connaissais, mais moins, là. Fait que là, on essayait de choisir, c'était-tu mieux une leucémie myélomonocytaire ou une LMA, une LMC. On a lu plein d'affaires, mais on n'avait comme aucun pouvoir là-dedans, mais on n'avait pas d'autre choix que de se renseigner. Puis finalement, ils ont fait des tests, puis des tests, puis des tests, puis ils m'ont ramené dans le salon des familles. Puis là, c'est la première fois que j'ai pleuré. Je pense que la dernière fois aussi que j'ai pleuré, c'est quand je me suis fait dire que c'était une leucémie myéloïde aiguë. Fait que là, on tombait dans de la très, très grosse chimio. C'est une leucémie qui est à moins bon pronostic chez l'enfant. Là. C'est pas celle que j'avais imaginée dans ma tête. Fait que là, je me suis vue passer à travers tous les stades de Kubler-Ross qu'on appelait sur les bancs. Mais je les voyais toutes me déchirer. Puis j'étais comme, mon Dieu, je suis rendue là, mais ça fait mal. Mais je sais que ça va progresser. Mais c'est vraiment bizarre de s'analyser dans une situation comme ça. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Les épreuves. Fait que là, on voit la photo de Mathieu dans un bout, c'était très difficile. Il y avait des prises de sang à toutes les 4 heures. Ils ont commencé une chimio d'urgence qui l'a brisé, mais vraiment brisé. Mais il était fort, Mathieu. Là. C'était un petit gars qui il construisait des affaires. Il dévissait des portes à 3 ans, mais là, il était en train de se faire complètement détruire. Puis là, moi, j'étais comme... Je voyais ça tout rentrer, puis j'étais là... Non, moi, je vais me tourner vers l'élixir de plantes naturelles. J'étais vraiment rendue... Tu penses plus, là. Tu veux pas que la chimio rentre dans les veines de ton enfant. Tu veux pas ça. Fait que j'étais comme en train de penser à plein d'affaires. Puis là, finalement, il y a comme Pascal Gingras qui est passé vraiment par un chemin similaire, même plus difficile, qui m'a dit, ben tu sais, vraiment, cette recette toxique-là, là, c'est ça qui va y redonner la vie. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Fait que là, ben je refusais pas la chimio. C'est juste dans ma tête, je me faisais des films que j'allais refuser ça. Fait que j'ai laissé la chimio rentrer dans Mathieu, mais ça l'a vraiment brisé. Mais il nous dit, c'est correct, ça, tu sais, on est... À Noël, ça va être fini, là, mais tu sais, quand t'es début de l'été puis ils disent à Noël, ça va être fini, là, c'est parce que c'est difficile à s'imaginer. Mais je me suis dit, c'est correct, on va se laisser tomber dans le filet, on va écouter tout ce qu'ils nous disent, puis on va faire tout ce qu'il faut pour sauver le petit Mathieu. Mais ça n'a pas été comme il pensait, dans le fond. Il y a eu des complications par-dessus des complications, par-dessus des complications. Tu sais, là, on le voit, il est dépétéché de la tête aux pieds, il est en anassar qui pèse 24 kilos, il a une mycosite de la mort, il a fait des septicémies intenses, des kératites, pancréatite, hépatite, méningite chimique. Il a tout fait. Puis les médecins, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Fait que, tu sais, on les voyait tous les jours, puis là, il était là. Il essayait des affaires, puis il essayait de nous expliquer qu'est-ce qu'il pensait que ça pouvait être, mais ça a été vraiment long avant qu'il trouve qu'il y avait une réaction un peu type allergique à la cytarabine, qui est la chimio principale et la seule chimio que si tu n'as pas cette chimio-là, tu ne peux pas guérir de la leucémie myéloïde aiguë. Fait que quand ils nous ont dit ça, ben finalement, on donnait une dose de Décadron 40, ils ont cassé tout ça, puis hop, on s'en est sorti finalement. Mais Mathieu, il était vraiment pas bien dans tout ça, là. Tu sais, il me parlait... Il avait juste 8 ans, là, puis tu sais, il me parlait de... Tu vas-tu pouvoir m'endormir, maman, si je meurs? Parce que, tu sais, il me demandait comme l'aide médicale à mourir à 8 ans. Là. Fait que, tu sais, c'était vraiment... T'es comme la maman, mais t'es aussi le docteur qui voit toutes les complications, puis t'entends ça de ton enfant, c'est vraiment pas facile. Fait que t'essaies de l'accompagner, puis de faire... On est à l'hôtel, puis c'est donc beau pareil, puis... Mais la réalité, c'est ça qu'on voyait. Dans le fond, comme les soldats de Cyrulnik, moi et mon chum, on s'écrivait un peu chaque jour qu'est-ce qui se passait. On mettait sur papier tout ce qui se passait, comment on se sentait, puis on se transmettait cette espèce d'album-là à chaque fois qu'on se faisait un relais. Je ne sais pas si ça l'a aidé à la résilience, mais c'est semble-t-il ce qui aide. Puis aussi, ce qu'on a vu à ce Sainte-Justine-là, c'est un Sainte-Justine avant la COVID, où là, les enfants couraient dans les corridors, il y avait des clowns, il y avait des massages, les Canadiens, les Alouettes, à tous les jours, on avait des visiteurs. Puis les enfants se parlaient entre eux de leur maladie, puis ils jouaient, ils riaient. Fait que, tu sais, eux utilisaient tout l'humour, la sublimation, la tercialisation. On les voyait s'accommoder entre eux, puis les parents, ben, c'est un peu la même chose. Fait que c'est pas, même s'il y a de la mort à cet étage-là, c'est pas mort quand tu y vas. Finalement, on a réussi à sortir de là. 3 journaux plus tard, on avait fini, il était rendu Noël, fait qu'on avait
quasiment de la peine de s'en aller parce que tu t'attaches au personnel puis tout ça. Fait que à la dernière transfusion, wow, on est correct, on peut s'en aller. C'était spectaculaire. La synchronicité. Dans le fond, ça, c'est pseudo-scientifique, mais c'est un terme que j'aime beaucoup, puis j'utilise quand je travaille en soins palliatifs. C'est comme un psychanalyste qui a comme parlé de ça. C'est comme s'il y a deux événements qui arrivent de façon simultanée, mais qui sont pas... il n'y a pas de lien de causalité physique entre les deux, mais la personne peut faire un lien dans sa tête qui fait donner un sens à tout ce qui arrive. Fait que, dans le fond, une de nos collègues, Dr. Karine Mainville, elle a vécu une situation qui ressemble un peu au début de Mathieu, finalement. Son petit garçon, Jacob, c'est un garçon super vivant, qui aimait le ski, qui a vu une conférence de la Fondation Charles Bruno avec Pierre Bruno, qui a comme expliqué l'histoire de Charles. Puis il a été super touché, Jacob. C'était un bon petit garçon. Puis là, il a dit à sa mère, « Hey, maman, on va ramasser des sous pour les enfants, puis on va faire le 24 heures de Tremblant. » Puis tout ça, il était complètement altruiste de vouloir aider les petits-enfants. Puis finalement, au mois de février, c'est lui qui est tombé malade. Il est allé à Sainte-Justine, dans les mêmes chambres que Mathieu. Mais ça a été la même chose. Ils ne savaient pas quelle leucémie. Ils ont trouvé que la leucémie, c'est une LMA. Puis lui, il n'a pas eu de chance. Après 8 jours, il est décédé, Jacob. Fait que Karine, pour elle, c'était une catastrophe. Mais la façon qu'elle a réussi à passer à travers tout ça, c'est avec ce qu'elle répète, la synchronicité, de voir qu'il avait vu cette conférence-là, qu'il voulait vraiment aider les enfants. Il est devenu un de ces enfants-là. Puis elle a pris cet événement-là pour dire « Mais moi, je vais le faire le 24 heures de Leucan », puis elle a ramassé des centaines de milliers de dollars pour Charles Bruno. Fait que la synchronicité, c'est un peu qu'on dit, c'est le destin. Ou tu es capable de faire des liens entre deux choses, mais c'est ça. Puis tu sais, notre cerveau est capable d'en faire un peu partout dans notre vie, puis des fois, ça nous aide à avoir du sens à travers les choses. Décembre 2019, on est sorti de Sainte-Justine. C'est une photo de moi décorée un peu en Noël, qui allait faire son dernier chiffre d'urgence à Shawinigan. Dans le fond, je savais pas que c'est mon dernier chiffre, mais c'était le 31. Fait que là, j'ai comme pensé toute la soirée. Puis quand c'était le temps de donner les becs puis de partir, j'ai dit « Je vous aime, je m'en vais. Adieu. » J'avais comme décidé cette journée-là que c'était plus pour moi l'urgence avec la vie que j'avais vécue. Il fallait que j'aie quelque chose de plus stable que des chiffres d'urgence, puis un chum neurochir, puis des enfants tout seul à la maison. Ça ne marchait plus, dans le fond. Fait que j'ai quitté l'urgence bien à contre-cœur, mais en même temps, il est arrivé Dr. Gauvin qui m'a dit « Ah, les soins parlent, peut-être que ça pourrait être une bonne chose. » Fait que j'étais allée faire une semaine d'observation avec elle, puis je suis sortie de là tellement bien. Là. C'est comme si je voyais des choses intenses, des gens en grande souffrance qu'on était capable d'aller tout maquiller puis éteindre. Je me sentais aussi bien quand je finissais une réa à l'urgence. Fait que je me suis dit, coudonc, je pense que c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. Fait que la leçon 8, c'était de suivre sa voie intérieure, saisir les occasions, puis voir la synchronicité dans les choses. Fait que la vague COVID, je l'ai vue arriver. Là, je suis revenue, mais comme juste directrice médicale, puis je n'étais pas encore en soins pâles. Puis là, la vague COVID est arrivée. Je l'ai prévue d'avance parce que je voyais les choses arriver à travers le monde. Fait que j'avais déjà, avant même que le Québec soit comme sous tension, puis tout ça, j'avais tout commandé mes affaires pour mes résidents, des masques, des visières. J'étais équipée en jaquette, ma salle d'attente était toute montée. Puis après ça, ils ont fait les annonces comme de quoi qu'il fallait faire ça. Puis quand j'ai reçu l'université comme le 9 mars, je leur ai montré tout mon attirail, puis c'était comme « La COVID? Oh, ouais, OK. T'es intense un peu. » Mais finalement... J'ai eu comme un bon instinct parce qu'après ça, c'était plus faisable de commander des visières, tout ça. Puis, mais ce que ça a fait que j'étais prête comme ça, mais ça a fait que quand mes résidents ont dû passer à travers tout ça, mais j'ai pu les protéger avec tout ce que j'avais pensé à eux. Ma leçon 9, c'est d'être tout le temps en mode solution dans mes affaires. Fait que, dans le fond, pour gérer cette crise-là, je voulais redonner le contrôle aux résidents. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais trouver mes meilleurs médecins pour les données probantes, puis tout ça sur casier, sur la COVID, pour qu'ils montent un PowerPoint pour qu'on... Tu sais, c'est vraiment c'était rudimentaire, là, ce qu'on savait à ce moment-là, c'était probablement pas du tout les bonnes informations, mais tout ce qu'on savait, on l'a dit aux résidents. On a bâti des listes avec les résidents pour savoir c'était quoi tes forces, où tu veux aller aider si ça crash. Fait que là, puis on leur a assuré qu'on maintenait vraiment la résidence parce qu'on voulait qu'ils terminent puis qu'ils viennent nous aider au mois de juillet parce qu'on ne savait pas de quoi ça aurait de l'air à ce moment-là. Mais chaque résident s'est senti comme soulagé de se dire « Bon, ils ne vont pas me shipper à l'urgence, que je ne veux pas être là. S'il y a de quoi, le plan de contingence, c'est que moi, je m'en vais aider là. »
Puis comme ça, ben ils ont passé à travers tout ça de façon un peu plus facile finalement. Puis, fait que dans ça, dans le fond, c'est redonner le contrôle aux autres puis être très présente. À chaque jour, je faisais le tour de l'UMF et je mettais tout le monde à jour sur toutes les nouvelles données. Ça a permis aux gens d'être résilients. En 2020, à la fin de mai 2020, la première vague est terminée. On a fait une graduation à distance. Tu sais, c'était les parties de 10 personnes à chaque place, là. On avait comme 6 parties plus le party général où on graduait nos résidents. Puis, en même temps, bien, on a passé 300 jours de la leucémie de Mathieu. Puis, dans l'étude qu'on avait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, dans le fond, les leucémies myéloïdes, il y a comme des centaines de mutations différentes. Celle de Mathieu, c'est CEP-BP GATA2. Il y avait une étude avec 16 personnes dedans, puis après 300 jours, personne ne mourait. Fait que là, nous, on était comme chin. 300 jours, on a passé à travers ça. J'ai fini, il n'y en aura plus de problème. Mais non, c'était pas la fin. Fait que le 23 juin 2020, j'ai revu les pétéchis, c'est ce que je voyais la photo en haut, c'est ça. Les pétéchis étaient revenus quand même assez rapidement. Là, j'ai envoyé cette photo-là à Ethel, qui m'a trouvé un rendez-vous rapidement en pédiatrie, pour avoir une formule sanguine qui était beaucoup moins désastreuse que la première, mais je savais que c'était ça pareil. Fait que là, je me suis dit, OK, on y retourne. Mathieu n'était pas traumatisé trop parce que, comme Sainte-Justine, les clowns, tout ça, il a retenu beaucoup de choses positives quand même. Il était prêt à y retourner. Mais, fait que le lendemain, on est allé faire la ponction de moelle à Sainte-Justine. Puis là, tu te rassois encore dans le salon du médecin. Là, tu sais qu'est-ce qu'il va te dire, mais ça fait tellement mal, pareil, de l'entendre, tu sais. C'est d'une évidence que c'est revenu. OK, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fait que là, il te propose un plan. OK, parfait. Fait que vous avez 48 heures, puis après ça, on commence ça. Fait que je me suis dit, OK, 48 heures, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Fait que là, je me suis dit, bon, 23 juin, sa fête, c'est le 10 juillet. J'ai tout préparé sa fête d'avance. J'ai fait venir des jeux gonflables, tous les amis, la famille. On a fait vraiment un week-end comme parfait pour après ça aller se faire mettre en prison à Sainte-Justine. Fait que je me suis investie ailleurs, puis j'ai sublimé le moment difficile, finalement. Fait que là, on savait qu'il fallait une greffe de moelle osseuse pour y arriver, mais on n'était pas inquiète parce que, dans le fond, ils calculent la maladie résiduelle dans la ponction de moelle quand tu traites quelqu'un pour une leucémie. Puis, dès la première chimio de la première leucémie, ben il n'y avait plus de maladie résiduelle. Fait qu'on s'est juste dit, ça va marcher, il n'y aura plus de maladie résiduelle, 2 cycles de chimio, on s'en va en greffe, ça va bien aller. Mais c'est ça, le problème quand on est arrivé à Sainte-Justine, c'est que c'était plus Sainte-Justine. C'était comme une prison, là. On rentre dans notre chambre, ils ferment la porte, puis tu n'as plus le droit de sortir. Ils nous donnaient la permission, si on avait vu la physio, de faire 2 tours du poste des infirmières avec le poteau. Puis on devait retourner dans notre chambre, puis c'était 1 fois par jour, là, 2 tours. Plus de clown, plus de visite, plus de massage, plus rien. Fait que, c'est comme une sentence de prison de 7 mois pour un enfant de 10 ans, c'est comme atroce. Ça laissait vraiment casser cette hospitalisation-là. Puis, on essayait de leur dire, ça n'a pas de bon sens, c'est des enfants, il faudrait quand même qu'il y ait un peu de magie, mais la COVID était plus forte. Les règles de COVID étaient plus fortes. Fait que c'est ça. Fait que là, on a fini la première cycle, on s'est dit, ça va bien aller, c'est passé. Sauf qu'on a encore eu une annonce terrible que finalement, la chimio n'avait pas marché. Fait que j'avais donné des cochonneries à mon enfant dans son sang, puis ça n'avait rien fait. Il y avait comme 85% de sa moelle osseuse qui était plein de leucémie. Puis là, je me suis dit, bon Dieu, je l'ai torturé, que ça n'a pas marché, puis là, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Fait que là, on le voyait mort, là. Tu sais, c'était comme, je ne voyais plus d'avenir, puis j'étais comme, je ne veux plus y imposer rien il fallait qu'il retourne à l'école à Sainte-Justine. J'ai dit, non, il n'aime pas ça l'école, pas d'école. J'ai dit, on va juste se concentrer sur les choses belles, puis advienne que pourra. Mais il y avait quand même un plan à nous proposer. Fait que dans le plan, il nous disait, on peut recommencer avec la doxo, mais vous êtes arrivé à cardiotoxicité. Fait que si on en donne plus, c'est sûr qu'il va y avoir de la cardiotoxicité. On a un autre médicament qui pourrait détruire son foie. Son foie est déjà pas mal détruit avec les enzymes à genre 300-400. Fait que lui, il n'est pas trop sûr. Puis on a ce médicament-là expérimental, le Venetoclax, qui a donné de bons résultats dans l'étude faite l'année passée. Mais on commence à l'utiliser. Fait que là, moi, j'étais 85% de leucémie. Combien de temps on peut comme survivre avec ça? Est-ce qu'on essaye quelque chose qui est peu connu? Et finalement, c'est ça. Il fallait choisir entre les organes, choisir entre les données probantes et les essais cliniques. C'est vraiment
terrible, mais c'est quand même eux qui nous ont aidés à prendre la décision. Finalement, on est allé pour le Venetoclax, ça a bien fonctionné. Ce moment-là, maman, je veux pas mourir comme ça. Mathieu me disait souvent que je veux mourir, maman, je suis tannée, ça fait trop mal, endors-moi. Tu sais, c'est des propos qu'il répétait souvent, fait que j'étais quand même... J'entendais ça tellement souvent que c'était quasiment rendu banal, là, c'est un peu bizarre, mais Mathieu s'exprime de façon un peu colorée. Fait que quand il y avait mal, c'est comme il a mal, il veut mourir. Fait que ça venait ensemble. Mais là, un moment donné, il était à la salle de bain, puis là, il m'a dit « Maman, je veux pas mourir comme ça. » C'est qu'il me dit qu'il veut pas mourir, là, c'est vraiment pas normal. Puis qu'il m'annonce ça comme ça, j'ai comme « OK. » J'allais voir, il était gris, il était gris. Là, j'étais « Mon Dieu. » Puis il se prenait la poitrine à deux mains. Puis là, je me suis dit, il fait une embolie pulmonaire massive, il est en train de mourir. Puis là, je l'ai pris, je l'ai assis dans le lit. Puis c'est à ce moment que je me suis dit, peut-être que je pourrais donner quelque chose sur la résilience. Je me suis dit, j'ai bien réagi, mais en dedans, c'était tellement croche. Là, j'ai pris ces signes vitaux, j'ai sonné l'infirmière, puis là, il me disait, je veux pas mourir comme ça, maman, tu vas-tu rester là? Puis là, je disais, inquiète-toi pas, quand je suis là, il n'y a rien qui peut arriver. Tu sais, je me suis dit, je vais compter la menterie que si je suis là, puis il ne pourra pas mourir, parce que de toute façon, s'il meurt, il ne saura pas. Fait que j'essayais de me faire une espèce de plan pour être la maman la plus zen, puis de l'extérieur, ça avait l'air tout beau, là, c'était tout zen, tout calme, mais en dedans, c'était vraiment très, très croche. Puis il y avait tout mon diagnostic différentiel qui descendait aussi en même temps. C'est très dur d'être comme un médecin puis de passer à travers ça, parce que souvent, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait avec Mathieu, les médecins, puis il a fait plein de complications qui ressemblent à des adultes. Fait que, tu sais, souvent, j'ai dit, ben là, je pense que ça a l'air d'une surdose aux anticholinergiques, vous en donnez trop. Ah, ben oui. Ah, ben crème, c'est ça. OK. Fait que mais là, j'étais comme, mon Dieu, là, faut-tu que je trouve qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ne sauront pas encore c'est quoi. Fait que c'est ça. Fait que je passais tous ces diagnostics différentiels-là. Finalement, en faisant des prises de sang, bon, c'était pas une embolie pulmonaire massive, il saturait bien, il était correct. Il a fait comme un spasme du sphincter d'Oddi, très probablement. Il a monté sa lipase très, très haut. On est descendu en écho, puis tout ça, on a vu le dommage, puis tout ça. Puis ça s'est replacé très, très vite. Fait que ça, c'est une des fois où il a failli mourir, mais il n'a pas failli mourir, c'était juste comme une douleur très, très intense. Il y a plein d'autres fois où il a vraiment failli mourir, mais celle-là, c'est celle-là où il a eu peur, puis où j'ai vraiment comme était vraiment catastrophé. Le restant, on les voyait venir, les chocs septiques, ces choses-là. Mais ce bout-là, c'était très difficile. Finalement, ça a été un succès. Après la Venetoclax, il n'y avait plus de maladie résiduelle. Tu vois, le petit pouce, c'est comme le petit pouce à Jacob. Ils sont tous comme ça, les enfants. Quand ça va bien, on dirait on voit plein de petits pouces quand on se promène à Sainte-Justine. Ils sont tous beaux. Après un cycle de chimio qui fonctionne, il faut quand même en faire un deuxième avant d'aller en greffe de moelle osseuse. Fait que la greffe, ça, c'est un autre salon des familles encore, où là, ils t'annoncent vraiment que ton enfant va avoir des complications. On ne sait juste pas lesquelles complications ils vont. Fait que là, celle-là est létale, celle-là a détruit le foie, celle-là, c'est la peau, les os, tout. Ils décrivent ça de façon dramatique, puis ils ne disent pas peut-être qu'il peut l'avoir, ils disent on ne sait pas laquelle qu'il va avoir. Puis la greffe, ben ça peut marcher à 60% des cas. Mais là, t'entends, toi, ben, dans 40% des cas, ça ne marchera pas. Puis, ils demandent l'accord pour faire la greffe, mais c'est comme pas vraiment une demande. C'est maintenant qu'on vous a dit les complications, est-ce que vous voulez signer en bas de la feuille? Mais il n'y a pas d'autre choix de réponse. Si on ne fait pas ça, il meurt. Puis il meurt, mais c'est pas facile de mourir de la leucémie non plus. Fait que c'est vraiment une rencontre vraiment très difficile. Fait que là, on ne savait pas si elle allait faire une cystite hémorragique, une maladie véno-occlusive, une hémorragie massive, choc septique, rejet, GVH de toutes les sortes. On ne savait pas si ça serait un décès ou un succès. Là, je me suis mis aussi à écrire, mais j'ai écrit de façon différente. J'ai écrit sur les réseaux sociaux. Puis ça a été vraiment... je me suis mis à écrire, mais plus de façon artistique, les histoires de Mathieu sur... j'appelais ça le journal du greffé. Puis là, j'écrivais, puis les gens me répondaient, puis tout le monde était comme enfermé chez eux à cause de la COVID, puis ils étaient comme tellement pris, « Oh mon Dieu, je suis enfermé chez nous! » Puis tu sais, c'était la catastrophe, là, quand ils me disaient, ils étaient comme, « Ah, ben, c'est pas si pire, finalement. » Fait que, c'est ça. Fait que je recevais plein de messages d'encouragement, puis des gens qui me disaient, « Wow, tu nous donnes l'espoir à travers ce que tu écris. » Puis là, tout ça, moi, ça m'a aidé beaucoup à passer à travers tout ça. Je tire Salisait maintenant avec des centaines de gens et non juste avec mon chum dans notre journal.
Ça m'a été très thérapeutique. J'ai pu transcender la situation. Un succès. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une greffe de moelle osseuse, c'est ça, dans le fond, le petit tube rouge, c'est de la moelle osseuse. Fait que Mathieu a eu 10 seringues c'est des seringues de 60 cc là, de moelle osseuse. Il garde ça dans un gros truc là, à moins 80 000, puis il injecte ça un par un. Puis là, l'enfant peut avoir une grosse réaction à chaque seringue. Fait que c'est comme tout protocolisé. C'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est juste des seringues. Mais on est là, on est témoins, puis on est comme... C'est tellement un beau moment parce qu'on est arrivé, on a réussi à y arriver. C'est sûr qu'après ça, le corps réagit. Fait que là, on a eu vraiment beaucoup de complications. Il était rendu comme quasiment une personne âgée. Là. Il y avait des plaies de siège, il était vraiment tout gonflé. C'était vraiment un passage difficile. Par contre, on n'a pas fait de complications létales. C'est un étage où tu es couché le soir puis tu entends « Attention, attention, code bleu ». Puis là, tu sais, la chambre d'à côté. Puis à Saint-Justine, les codes bleus, c'est les enfants. Là. Fait que là, on vivait tout ça. Puis nous, on était comme les chanceux qui semblaient prendre le bon chemin. On a une grosse GVH cutanée, mais tu sais, c'est rien comparé à un petit ami que lui, c'était une GVH pulmonaire. Puis il est encore pris avec ça. T'sais, on a été vraiment comme chanceux à travers tout ça. Mathieu a fini par sortir aussi dans le bout de Noël. Son corps était comme guéri, mais en même temps, hyper amoché, puis le psychologique complètement détruit. Là. Il y avait un PTSD. À chaque fois qu'il s'endormait, il pensait qu'il allait mourir parce qu'il a fait un gros choc septique puis il n'a pas eu de pression pendant toute une nuit. Fait que c'est comme si pour lui, le fait de s'endormir, c'est comme s'il allait mourir. Fait que, il a dormi avec nous pendant des mois. Ça a été beaucoup de réhabilitation, mais il était vivant. Les 6 mois qui suivent la sortie de la greffe, c'est aussi de la prison, mais à la maison. Fait que ils mettent juste pas le bracelet de sécurité à la cheville, mais c'est un peu le même. Tu peux pas sortir, tu peux pas voir de gens, tu peux pas presque pas rien manger. Les aliments, il faut qu'ils soient tous cuits de telle façon, à telle température, conservés de telle façon. C'est vraiment un travail temps plein, s'occuper d'un enfant greffé. Il y a des vingtaines de médicaments par jour. Puis, il y a beaucoup d'ennemis, dont beaucoup les champignons. Là. Fait que, on voit Mathieu, il y a quelqu'un qui a été super fin, il a construit une cabane à Mathieu, la cabane à Matt, mais avec des bûches. Mais les bûches, c'est plein de champignons. Fait que, il fallait qu'il aille dans sa cabane, mais avec son N95. À travers tout ça, on a été super bien entourés. Dans le fond, c'est des gens, Dr Bertion et Dr Dosti, ils nous ont fait des repas pendant 6 mois de temps. À tous les dimanches, ils apporté de la nourriture. Les gens de l'UMF, ils ont fait mon gazon, la piscine. Ils se sont occupés des achats scolaires des enfants. Vraiment, tout ce que j'ai donné à mon équipe, c'est comme si je le recevais au centuple, vraiment. Puis, ça a été vraiment important dans notre guérison. Fait que finalement, ma résilience, dans le fond, à travers tout ça, pourquoi? Ben, je me suis dit, j'ai essayé de ressortir les points pourquoi moi, je suis arrivée à faire ça. C'est que, dans le fond, mon chum, il me dit tout le temps, tu te mets en suborbite, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis tu prends tes décisions comme ça. Ben, oui, on peut dire ça, dans le fond, que j'analyse la situation comme j'étais extrait, puis je vois le chemin de passage parce que je me mets toujours en mode solution. L'écriture, je pense que, tu sais, on l'a fait de façon naturelle, mais ça l'a beaucoup aidé de tiercaliser avec nous-mêmes et les gens alentour. Puis, la première leucémie, j'ai pas pris d'aide de personne, j'ai pas parlé à personne. Quand je suis sortie de là, les gens me regardaient, puis ils me regardaient genre tout le temps avec les yeux. « Oh mon Dieu, pauvre toi! » Mais la deuxième leucémie, j'ai tellement parlé à tout le monde que là, je suis revenue, puis c'était comme si c'était normal. Puis ça a fait en sorte que j'ai accepté l'aide de tout le monde. Puis, c'est ça, je pense que ça prend un village pour guérir un enfant et non juste une petite famille. C'est pas assez. On a besoin de soutien là, parce que c'est terrible, pas juste pour l'enfant, mais les frères et sœurs puis tous les gens qui sont alentour aussi. Il faut toujours être à la bonne place au bon moment. Ça, je répète souvent ça aussi. Puis, le fait que mon seul contrôle, c'est pas ce qui arrive, mais les réactions que j'ai dans les événements que la vie m'envoie. Puis de regarder la synchronicité dans la vie puis de voir des opportunités. Un geste d'altruisme, dans le fond, quand on est sorti de tout ça, ma grande fille Constance est en secondaire 1, l'âge ingrat où t'aimes pas ça, être remarqué par tes amis. Mais elle a décidé qu'elle rasait sa tête pour le camp. Fait que, on s'est comme tout investi là-dedans. Ça nous changeait un peu les idées de la maladie avec les réseaux sociaux, les médias. On est allé un peu partout. Puis elle a réussi à ramasser 20 840 $ pour le camp. Fait que c'était assez extraordinaire comme gain. Fait que, ensuite, l'année suivante, on a été la famille porte-parole. Puis là, on a réussi à
ramassé 2500 $ au nom, dans le fond, du porte-parole qui était Mathieu, qui, lui, pour être capable d'aller dans les médias, ben, il s'est mis une cape de roi avec une couronne de chevalier. Fait qu'on a passé à la télé avec la couronne de roi, puis tout ça. Fait que c'est spécial, mais en même temps, quand on est sorti de Radio-Canada, on marchait au centre-ville, puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, toi! » Là, j'étais comme « Oh mon Dieu, il va rire de sa coiffe de roi. » Hey, je t'ai vu à la télé, t'es super bon! Fait que j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement fort! » Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à une réaction négative. Mais c'est ça, Mathieu s'habillait de même parce qu'il y a un de ses YouTubers qui est décédé du cancer, d'un sarcome, puis qui avait ramassé beaucoup de sous avant de décéder pour ce cancer-là. Fait que Technoblade, ça, Technoblade. Fait que il dit, moi, je vais être comme Technoblade. Fait qu'il s'est habillé comme le personnage de Technoblade. La fin de l'histoire. L'histoire d'un enfant greffé, ça reste souvent rempli d'obstacles. Malgré la guérison, Mathieu, il a encore son PAC, il a encore un déficit en immunoglobuline, il a besoin de transfusion à chaque mois. On ne sait pas si un jour on va tomber juste avec des suivis annuels d'un enfant presque normal, mais pour l'instant, tout est encore un défi. Par contre, maintenant qu'on sait que plus rien n'est acquis, mais dans le fond, tout vaut plus qu'avant. C'est facile de retomber dans le quotidien quand tu travailles fort. Tu prends plus le temps de savourer le moment présent, comme quand j'étais en arrêt de travail je me suis mis en congé, je n'étais pas en arrêt. Mais bref, là, j'étais vraiment tout le temps dans le moment présent, puis j'étais comme « Wow, c'est tellement important! » Puis on réalise plus ça, mais quand tu reviens dans la routine, c'est tellement facile de perdre ça, mais on arrive quand même assez souvent à s'arrêter et se dire la chance qu'on a d'avoir nos enfants avec nous. Puis ça, dans le fond, c'est comme le Mathieu arrivé en greffe, très malade de la greffe, puis on est sorti comme ça, toute croche sur une chaise roulante, mais on est sorti vivant. Fait que je termine en disant que dans le fond, la vie, c'est comme un grand livre d'histoire. Il y a plein de couleurs dedans. Il y a des moments difficiles, il y a des moments plus beaux. Fait que ta vie est colorée par plein de choses, mais dans le fond, il y a toujours des belles occasions, des beaux soleils dans chacun des moments qu'on passe. Puis tout ça, ça fait que c'est notre histoire. Fait que faut l'accepter puis profiter de chaque moment. Merci.